Bienvenue à cette deuxième session du cycle de séminaire Commande patrimoniale. Aujourd'hui, nous aurons l'occasion d'échanger avec deux chercheurs qui sont également des professionnels du secteur muséal, Natacha Fabri et Cédric Lezec. Je vous les présente brièvement. Donc, Natacha Fabri enseigne l'histoire des sciences à l'Université de Sienne, en Italie. Elle est responsable de projets de recherche et de médiation scientifique au Museo Galileo à Florence, ainsi que responsable scientifique et éditorial du Portale Scienza de l'écosystème numérique de la culture de la région toscane. Elle est ancienne élève de l'École normale supérieure de Pise et du Conservatoire de musique Luigi Cherubini de Florence. Ses recherches portent principalement sur l'histoire des sciences à la Renaissance et à l'âge classique, sur les femmes et la science, ainsi que sur les humanités numériques. Parmi ses publications figurent De l'utilité de l'harmonie, Philosophia, Scienza e Musica in Mersenne, Descartes et Galilée, paru en 2008, Profili di donne sulla Luna, Riflessi di filosofia, scienza e letteratura, paru en 2022, et Verso il cielo della parità, donne, scienza e immaginari del cosmo, qui est à paraître en 2026. Cédric Lezec est directeur des relations extérieures et de la diffusion du Musée des Confluences de Lyon. Il pilote les services de la communication, des éditions et de la promotion, les relations presse et publiques, ainsi que les partenariats et les relations internationales. Je me permets juste d'intervenir parce qu'on entend un petit écho de ce que tu dis. Et à mon avis, c'est à cause des personnes qui ont leur micro ouvert, comme Inga, je pense, Olivier et Coral. Voilà, si vous pouviez juste couper votre micro, ça sera plus fluide. Voilà, Merci. Merci, je te David. laisse reprendre. Donc, Cédric Lezec est ancien élève de l'École du Louvre. Il est spécialiste d'histoire de la photographie et prépare à l'École pratique des hautes études une thèse portant sur la réception de l'art romain au XXe siècle à travers l'histoire des éditions Zodiac. Donc, Natacha Fabri et Cédric Lezec nous parleront aujourd'hui de plusieurs projets éditoriaux réalisés sur commande, bien sûr, qui ont été lancés ces dernières années par leurs institutions respectives. Donc, pour Natacha, ce sera le Museo Galileo, qui est un musée de l'histoire de la science. Et pour Cédric Lezec, ce sera le Musée des Confluences de Lyon, qui, pour sa part, est un musée anthropologique. La séance d'aujourd'hui a été pensée comme un entretien à plusieurs voix. J'ai préparé une série de questions pour lancer un peu les échanges, mais je m'adresse surtout au public. N'hésitez pas à lever la main ou à réagir dans le chat ou tout simplement à me faire signe si vous souhaitez intervenir, si vous souhaitez réagir ou poser des questions. Je propose donc de commencer par une question d'ordre général qui permettra à Natacha et à Cédric de présenter les projets de commande artistiques initiés par leurs institutions. Donc, Natacha, Cédric, pourriez-vous présenter les projets dans lesquels vos institutions respectives ont choisi de passer de commande à des acteurs extérieurs au musée, par exemple des écrivains, des artistes, des photographes ou des musiciens? Le micro, Natacha? Voilà. Encore bonsoir à tous et merci pour cette invitation. Je suis vraiment ravie d'être parmi vous. Et de notre institution, qui est un musée d'histoire des sciences, et principalement, il concerne des instruments scientifiques qui datent du 16e à la fin du 19e siècle. Nous avons développé plusieurs projets fondés sur le principe de la commande à des acteurs extérieurs. Les deux exemples principaux sont d'une part une commande littéraire qui a abouti à la publication, qui aboutira à la publication du volume dont nous allons parler aujourd'hui, intitulé Dieci scrittori per un museo, c'est-à-dire 10 écrivains pour un musée, et d'autre part une commande musicale que nous menons depuis maintenant 5 ans. Or, la différence essentielle entre ces deux expériences tient surtout au cadre dans lequel elles s'inscrivent. Pour les commandes musicales, dans le projet qui s'intitule Orbite Musicali, c'est-à-dire orbite musicale, nous travaillons en collaboration avec le Conservatoire de musique et plus précisément avec la classe de composition, de musique contemporaine et la classe également de direction d'orchestre.
Et ce partenariat nous permet d'inscrire la commande dans un contexte pédagogique, ce qui est un aspect très important du projet. Autrement dit, nous ne faisons pas seulement appel à des professeurs qui sont eux-mêmes compositeurs, mais aussi et surtout à leurs élèves, c'est-à-dire à de jeunes compositeurs. Et cela donne au projet une dimension à la fois artistique et formative, puisque le musée devient aussi un lieu d'expérimentation, d'enseignement, de création et de dialogue, même avec de nouvelles générations d'artistes. Et chaque année, nous leur avons proposé un sujet. Nous avons organisé plusieurs rencontres préliminaires au musée. Le musée expose les 2 télescopes originaux de Galilée, d'autres instruments toujours originaux de Galilée, des instruments très précieux, non seulement pour l'histoire des sciences, mais en général pour l'histoire, la culture, la philosophie, l'histoire de l'art. En revanche, dans le cadre de la commande littéraire des 10 écrivains pour un musée, le musée a choisi de faire appel à des écrivains professionnels. Et dans ce cas, l'objectif était de solliciter avant tout des regards d'auteurs déjà affirmés afin de parvenir à une publication, alors que la collaboration musicale porte surtout sur des performances et des concerts qui sont organisés toujours chaque année au mois de mai. Et chaque concert, naturellement, est introduit par une partie plus théorique d'histoire des sciences ou de la philosophie, et même par les élèves et les compositeurs qui introduisent les liens entre leurs compositions et les instruments scientifiques qui sont exposés dans les salles du musée. Ça, ce sont les 2 projets que nous menons depuis quelques années au musée, donc musique surtout et littérature, qui font vraiment partie de l'histoire de notre institution. Merci beaucoup, Natacha. Ça nous permet aussi d'ajouter la musique aux commandes littéraires que nous avons déjà, ou artistiques que nous avons déjà évoquées le mois dernier. Peut-être que je laisserai Cédric réagir d'abord pour présenter les initiatives du musée de Confluence. Merci beaucoup, Cara. Merci pour cette invitation. Je suis moi aussi très heureux de pouvoir échanger avec vous et évidemment, salut tout le monde. Le musée des Confluences est un musée qui a ouvert ses portes en 2014, à la fin de l'année 2014, à Lyon. Il est l'héritier du Muséum d'histoire naturelle de la ville de Lyon et de collections composites, dont les collections d'Émile Guimet, qui fondera à la fin du 19e siècle le musée qui deviendra le Musée national des arts asiatiques à Paris. Mais il fonde son musée des religions d'abord à Lyon, collections qui seront notamment euh, rejoint pardon, par des collections importantes pour nous, qui sont les collections des œuvres, de l'œuvre missionnaire, qui a son siège à Lyon, et d'autres collections par la suite, et de donations plus récentes depuis 2014. Le musée des Confluences, en un mot, et avant de répondre tout de suite à votre question, Cara, c'est un musée, vous l'avez tout de suite nommé musée anthropologique, c'est juste, c'est un musée qui surtout utilise l'interdisciplinarité pour essayer d'expliquer à partir des collections composites dont je viens de parler, collections sciences naturelles et collections d'ethnographie, essentiellement extra-européennes, euh, des concepts complexes de science. Je rebondis sur les propos de Natacha tout de suite, de science, mais de manière simple, à un grand public, puisqu'on accueille 700 000 visiteurs par an, et qu'un grand nombre de visiteurs nous disent ne rentrer dans un musée pour la première fois. Et pour vous donner un aperçu d'expositions temporaires qu'on produit, en plus du parcours permanent qui explore les grandes questions universelles relatives aux questions des origines, du vivant, de la vie en société, de la question de l'éternité. On a présenté récemment une exposition sur le rêve. On va ouvrir dans quelques jours une exposition sur le théâtre ancestral du Sogobo au Mali.
On présente aussi en ce moment une exposition sur les zombies, etc. Les confluences, j'anticipe peut-être tout de suite une question que vous pourriez vous poser. D'abord, la confluence, c'est la confluence du Rhône et de la Saône. Il se trouve que le musée est installé dans un bâtiment tout à fait remarquable par son architecture contemporaine à la confluence du Rhône et de la Saône, à Lyon donc. Mais les confluences, c'est bien le dialogue des disciplines. Quand on a construit les expositions, je pense par exemple à l'exposition Origine, on a mis autour de la table un géologue, un théologien, un historien des sciences, une philosophe, etc., pour bâtir le récit des origines et pour choisir des objets de ces collections de nature différente. Autrement dit, on explique autant l'histoire des origines à partir des collections d'histoire naturelle que d'histoire, que des collections ethnographiques pour montrer combien la question, par exemple, des cosmogonies sont essentielles dans la construction des récits des humains depuis la nuit des temps. Alors, pour répondre tout de suite à votre question, Cara, pardon, mais c'était important de préciser quand même qui on est, que ce soit le musée Galiléo ou le musée Confluence. euh, un musée comme le nôtre produit 4 expositions par an. On va venir tout de suite à la production éditoriale, mais depuis 2014, on a édité plus de 60 ouvrages. Il y a de la production aussi de présentation de concerts, de programmation extrêmement diverses. Il y a une foultitude d'événements par jour. Il y a à peu près un événement tous les 3 jours ici. Et pour ce qui concerne la commande artistique, en fait, elle est multiple. Et ça serait trop long même dégrainer ici les, toutes les commandes qu'on peut, euh, qu'on peut initier auprès d'artistes qui soient des illustrateurs, des écrivains, des scénographes, des musiciens aussi, selon les projets. Je pense par exemple à des œuvres qu'on a nécessité, par exemple, de mettre en musique. Ou des installations scénographiques. C'était le cas, par exemple, pour l'exposition Le Monde en tête, qui présentait une collection extraordinaire de coiffes qui viennent du monde entier. Ou de la création, par exemple, d'une BD dans le cadre d'une exposition pour remplacer un catalogue d'exposition, d'un illustrateur qui va travailler à, à l'atelier de médiation qu'on propose en marge d'une exposition, etc. Bien sûr, ce qui nous intéresse là, c'est la création littéraire. On a créé, il se trouve que c'est moi qui l'ai initié en 2012, quand je suis arrivé au musée. J'ai eu envie de créer une collection, puisque ce musée, vous l'avez compris, est quand même assez singulier dans son approche, de créer une collection littéraire qui donnait la possibilité à des écrivains de se saisir d'un objet des collections pour en faire la matière d'un récit. Considérant que j'avais envie qu'on sorte du discours d'un musée, que porte un musée sur les objets. Ça veut dire finalement que le discours scientifique est un récit aussi. C'est un discours. Euh, et qu'en tant que musée de sciences, évidemment, il n'est pas de même nature qu'un discours littéraire ou de fiction, mais que c'est néanmoins quand même une façon de raconter l'objet. Et l'ambition, c'était aussi, peut-être je développerai dans le courant de notre discussion, mais l'objectif, c'était aussi de faire comprendre aux visiteurs que un professionnel de l'écriture était une porte d'entrée intéressante, en tout cas une invitation à comprendre cet objet et à comprendre cet objet aussi potentiellement euh, dans la façon dont il peut résonner dans sa propre histoire, dans sa propre visite, en quelque sorte. Il y avait un jeu de mise en abîme que je souhaitais susciter de considérer que il y avait très peu de contraintes à cette carte blanche, en fait.
Donc on est aujourd'hui, cette collection s'appelle Récits d'objets, et on vient de sortir le 19e volume depuis 2014. Merci beaucoup. Je vois déjà beaucoup d'éléments en commun entre les initiatives du musée de Confluence et les initiatives du Museo Galileo. Et en fait, il y a une chose qui m'a tout de suite frappée, et peut-être qu'on anticipe un peu, mais c'est aussi c'est l'échange. Vous avez tous les deux insisté sur le fait que vous vous êtes adressés à des écrivains professionnels, à des écrivains reconnus, affirmés. Pourquoi ce choix? Pourquoi, par exemple, ne pas choisir des écrivains émergents ou voilà, quel est l'avantage de choisir des écrivains affirmés et connus qui bénéficient d'un capital symbolique finalement? Alors, dans notre cas, le choix a été effectué par Giorgio Van Straten, qui est un écrivain qui a participé à ce volume également et qui a une longue fréquentation de notre institution. Et il a voulu développer lui-même ce projet avec des collaborateurs, avec des autres écrivains et des écrivains avec lesquels le public italien, le public florentin également, a une certaine familiarité, hein. Chacun d'entre eux a un ton, une caractéristique vraiment très, très évidente. Et il a voulu que ce regard, cette sensibilité soit portée à l'intérieur de leur lecture des objets, d'un objet ou de plusieurs objets de notre musée. Donc c'est un sens de familiarité que même les lecteurs vont retrouver et à travers leur regard, leur style littéraire, leurs caractéristiques, lire notre collection. Alors notre collection est une collection assez complexe qui est parfois, je dis même la plupart des fois, très difficile à lire, à comprendre pour un visiteur. Nous sommes à l'intérieur d'un contexte de Florence qui est très très riche d'un point de vue artistique des musées. Notre bâtiment est un ancien château qui est juste à côté des offices, des Uffizi, et donc on a même un dialogue entre nos collections et les collections des offices et les collections de Palazzo Pitti, puisque notre partie est la partie des instruments scientifiques, mais toujours de la collection des Médicis d'abord, et ensuite des Habsbourg-Lorraine. C'est pour ça que nous partons du XVIe siècle et nous arrivons jusqu'à la fin du XIXe siècle. Et ce n'est pas fréquent, à Florence pas du tout, je dirais. En Italie, c'est assez rare de trouver des projets de commandes littéraires. Je peux en mentionner seulement un en Italie qui date de 2017. Donc, c'est un musée privé, un musée d'art, d'une collection artistique privée, mais c'est très, très rare. Moins rares sont les commandes artistiques, bien sûr, bande dessinée, ou même art plastique, surtout, musique également, mais les commandes littéraires, c'est très difficile. Et donc, le choix de Giorgio Van Straten a été principalement pour créer un lien même avec le monde littéraire italien contemporain et le porter sur notre musée qui est fortement historique. Et des fois, c'est difficile de trouver un lien avec des instruments qui sont si fortement caractérisés d'un point historique et le monde, l'actualité ou le monde contemporain. Donc en fait, il s'agit d'un projet qui a été coordonné par un écrivain. Donc il y a aussi Exactement. plusieurs niveaux. Oui, et c'était pour célébrer les 100 années de fondation de notre musée, qui recueille les instruments historiques qui étaient du Musée royal de physique et d'histoire des sciences, fondé en 1775 et qui a été le premier musée en Europe scientifique public, ouvert vraiment au public. Et nous avons hérité cette collection et le musée Galileo, aujourd'hui il s'appelle musée Galileo, mais à l'origine c'était musée et institut d'histoire des sciences.
hein. Et aujourd'hui, il s'appelle Museo Galileo, musée d'Institut d'histoire des sciences, parce que nous sommes même un institut de recherche. Et donc, il a été fondé en 1926. Et donc, là, et donc, c'était pour célébrer ce centenaire. Merci. Je voyais que Cédric voulait réagir pour répondre aussi à la question. Alors, dans notre cas, moi j'ai imaginé cette collection, c'est presque un peu c'est presque un peu le contre-pied de ce que vient de dire Natacha, dans le cas qu'elle vient de décrire. Euh, Moi, je ne suis pas du tout écrivain. À l'époque, j'ai été en responsabilité d'imaginer la politique éditoriale d'un musée qui n'était pas encore ouvert, et donc pas du tout d'une institution euh, solide sur ses bases. Et donc, le choix de faire appel à des écrivains dont le nom était connu du public, c'était peut-être pour se rassurer déjà. Euh, D'une part, on a aussi besoin, je dirais, bon, pour un musée de sciences comme nous, c'est pas si, enfin, j'ai pas dû batailler en interne, mais c'est pas si évident parce qu'au fond, un musée, en règle générale, il produit des catalogues d'exposition. Donc, il s'inscrit dans un genre de discours et un genre littéraire, libraire aussi, dans une éditoriale qui est oui, un genre bien particulier et dans certains cas, des catalogues raisonnés, mais rarement ou pas si fréquemment dans des récits de fiction qui inventent tout et qui assument toute la part d'invention d'objets. Ça peut paraître contre-intuitif d'ailleurs à une époque où on parle de la place de la science et des fake news, par exemple. Donc l'idée, c'était évidemment de bien dissocier quand même, tout en laissant la créativité à l'artiste, ce qui tenait du discours scientifique et des éléments scientifiques qu'on a sur ces objets et de ce que peut en faire l'écrivain. La deuxième chose aussi qui me vient en tête, c'est que j'ai tout de suite choisi il y a 4 volumes qui sont sortis au départ pour lancer la collection, parce que on peut pas dire qu'on fait collection quand on en sort deux. Voilà. Ce qui m'intéressait, c'était tout de suite d'avoir des points de repère pour un public qu'on savait qu'on avait l'intuition qu'il serait divers, très, très large en fait. Et que par conséquent, il fallait aussi trouver des écrivains qui soient susceptibles d'accepter la commande. C'est quand même une contrainte dont on pourra reparler, d'une part, et d'autre part, de trouver des genres littéraires qui pouvait répondre à des publics très différents. C'est-à-dire, par exemple, à un jeune lecteur ou à, je sais pas, un lecteur qui apprécierait les polars ou l'essai, par exemple. Et puis, je reviens à mon point 1, se rassurer, c'est aussi attacher au fond le nom du musée à un lectorat, à j'ose pas dire une marque parce que c'est pas l'enjeu, mais à pouvoir avoir une caution aussi. Quand vous lancez une collection comme ça, avec le risque que ça représente, y compris quand même financier pour le musée, il s'agit quand même de montrer que c'est pas, vous n'avez pas demandé à votre voisine, quoi. Enfin, et pour moi, c'était important donc les premiers qui sont sortis, c'était Philippe Forest, Jean-Bernard Pouy sur le genre polar, Valérie Rousseau en poésie, et puis son nom enfin, m'échappé, je ne me souviens plus, ça va revenir. Pour C'est Olivia Rosenthal avec Non, Jouer à chat. Oliver Rosenthal, c'est un tout petit peu plus C'est tard. après. Je les ai là, Emmanuel Pagano. Ah oui. Emmanuel qui a changé de nom enfin, ouais, qui ne s'appelle plus Emmanuel Pagano. Mais, donc, voilà. Et puis après, on a
quand la collection a été lancée, on a aussi fait appel à des plus jeunes, à des moins expérimentés. Ok, merci beaucoup. Et en fait, en ce qui concerne tout le processus de sélection, comment avez-vous choisi les écrivains? Est-ce que le musée a opéré une sélection en interne? Est-ce que vous avez travaillé en collaboration avec une maison d'édition, une agence, ou en collaboration avec des écrivains que vous connaissiez? Et est-ce qu'il y avait des critères de sélection particuliers? Par exemple, est-ce que vous avez choisi des écrivains qui avaient déjà travaillé sur des sujets similaires ou avez-vous choisi des écrivains qui avaient déjà accepté des commandes et qui étaient donc à l'aise avec ce genre de demande? Voilà, quels sont les critères que vous avez pris en compte lors de la sélection? Le Voilà, micro? me Ouais. revoilà. Oui. Dans notre cas, la sélection n'a pas été fondée sur des critères thématiques très stricts. Le seul véritable critère que nous avons souhaité respecter était celui de la parité de genre. Donc, nous avons choisi 5 écrivaines et 5 écrivains. Et certains connaissaient déjà le musée, ses collections, l'avaient fréquenté plusieurs fois ou visité avant, dans les années 90, alors que d'autres n'en avaient aucune connaissance préalable. Donc, une grande variété même d'approches. Et la sélection a été entièrement en interne, comme je disais avant, puisque c'est quand même Giorgio Van Straten qui a dirigé même la sélection, et pas plutôt dans le cas d'un partenariat avec un éditeur, car nous sommes encore en train de chercher, de définir un rapport avec un éditeur, ce qui nous a beaucoup ralenti. Et donc, en étant que c'est notre premier projet littéraire de ce genre, pour nous, ça a été beaucoup plus facile définir et individuer des écrivains. Et donc, les écrivains ont tous participé, on va dire, avec un grand enthousiasme. Et ils ont développé le sujet de façon très différente les uns des autres. Ils ont choisi indépendamment les objets scientifiques sur lesquels le récit aurait porté et ils les ont racontés avec leur tonalité, on va dire, leur interprétation traditionnelle qui les caractérise. Entre eux, on a des philosophes, non seulement des écrivains, et même des écrivains qui ont une formation de mathématiciens, qui ont même un doctorat en mathématiques. Donc, c'est très intéressant de voir les différentes approches qu'ils ont adoptées dans traiter, présenter, reproposer, et créer le dialogue entre l'histoire et la contemporanéité, je trouve que c'est très intéressant, même d'un point de vue de la construction littéraire. La plupart d'entre eux étaient quand même euh, bien, étaient naturellement bien informés par rapport au fait que la littérature appartient à l'histoire de l'héritage même de Galilée, puisque Galilée avait une grande familiarité avec les écrivains de la tradition italienne, Ariosto, Tasso, Pétrarque, Dante. Et donc, c'est vraiment une tradition, le lien entre la littérature et l'histoire qui fait partie de le DNA de notre institution également. Dans le cadre des nombreuses expositions que nous avons réalisées au cours de ces 30 dernières années également, l'aspect avec la littérature a toujours été traité, avec la littérature surtout des contemporains, des philosophes ou des instruments scientifiques qui étaient présentés à l'intérieur de ces expositions. Donc, mais ça, c'est une autre façon d'introduire la littérature dans notre musée. Et vous vous êtes inspiré par d'autres initiatives similaires ou
Du moins, en Italie, comme je disais auparavant, il n'y a pas eu d'autres initiatives semblables, exclusivement pour le musée Borgogna de Vercelli, qui avait également publié, mais ça c'est vraiment une coïncidence, Oui. publié aussi un ouvrage, mais là en collaboration avec l'éditeur, qui était l'éditeur FEDI. Mhm. Un petit volume de 10 toujours 10 histoires pour un musée, 10 écrivains, mais je ne sais pas comment la sélection avait été portée Mhm. dans ce cas-là. Et je crois que tout est né. J'ai peu suivi, je dois dire, ce parcours parce que la visite des écrivains au musée était justement dans les mois où je tiens mon cours à l'Université de Sienne. Donc, plutôt, je représente le musée en tant que francophone et je participe pour porter cette expérience du musée, que j'espère que ce ne sera pas la seule. Comme nous avons continué et nous continuerons avec les commandes musicales, même dans les prochaines années. J'espère qu'il y aura encore d'autres volumes sur les commandes littéraires, non, même dans d'autres domaines, c'est-à-dire même plus dans les bandes dessinées, parce que nous avons produit des volumes de bandes dessinées pour le musée, surtout pour l'enfance. Mais c'était fait par le personnel du secteur pédagogique du musée. Donc, ça n'a pas été avec une interlocution avec des professionnels. Ok, merci. Cédric? Alors, quand on a lancé cette collection Récits d'objets, on était accompagné par une maison d'édition qui s'appelle Invenit, maison d'édition plutôt implantée dans le nord de la France, à Tourcoing, mais qui avait une distribution nationale et en zone francophone qui était intéressante, et qui publiait à l'époque une série avec les musées du Nord, une série de critiques de tableaux dans des collections des musées du Nord, qui invitaient un écrivain à en faire la critique. Mais c'était de la critique d'art, en fait, et pas une fiction inventée. Donc on s'est appuyé sur cet éditeur à la suite d'un marché public, hein, parce que c'est comme ça qu'on fonctionne, qui a été passé. Et on a travaillé ensemble pendant quelques années. Et puis, il y a maintenant 6 ou 7 ans, on a changé de coéditeur pour un éditeur qui avait des capacités de réseau, à mon sens, plus intéressante, et qui permettent une diffusion plus large encore, qui est Cambourakis, qui est donc une maison d'édition littéraire qui a un angle assez intéressant dans la traduction de grands textes, non encore traduits en français, et qui est dans le giron d'Actes Sud, donc avec la distribution d'Actes Sud qui était intéressante. Et donc le choix il se porte aussi, comment on choisit aujourd'hui. D'abord, en fait, on choisit les écrivains qui nous plaisent au sens d'un comité de lecture, où on se dit, bah lui, elle, ça pourrait être intéressant, son univers pourrait matcher avec l'univers du musée. Bon. Et puis après, on essaie de rentrer en contact, ce qui n'est pas toujours le plus simple, parce que parfois on choisit ou on ne choisit pas parce qu'on n'est pas en contact. Enfin, aussi des questions de relations qui se posent. Quant à votre question sur leur univers, en fait, c'est assez amusant de constater, je l'ai constaté quasiment à chaque fois, que la enfin, que la liberté qui leur est donnée d'écrire sur un objet des collections du parcours permanent, donc ça représente quand même pas loin de 6 000 objets, sachant qu'on en a 3,5 millions dans la collection, donc c'est peu de choses, mais ça fait quand même un choix déjà un peu vaste.
les rend un peu fébriles, à la fois très heureux de pouvoir travailler au musée sur un objet un peu de contrainte aussi, d'écriture enfin pas d'écriture sous la contrainte, mais d'écriture avec des contraintes, qui sont par exemple tout simplement le nombre de signes, 80 000 environ, mais ils sélectionnent, ils font un grand tour du musée comme n'importe quel visiteur, et puis ils reviennent avec leur petite liste de courses en disant ça serait formidable, etc. Et puis finalement, assez vite, le choix de l'objet eh ben, correspond à leur univers en fait. C'est plutôt comme ça que ça se passe, c'est-à-dire qu'ils auront choisi des choses qui parfois seront très éloignées de ce qu'ils font habituellement. Alors pas, je dis pas que ils font tous la même chose et que l'œuvre, elle est monolithique. C'est pas ce que je veux dire, mais par exemple, j'ai pas totalement été étonné que Philippe Forest choisisse à la fin, alors qu'il est passé par différents objets, le petit fragment de mâchoire d'enfant qui est présenté dans le parcours permanent. Quand on sait l'histoire tragique qu'il a vécue en tant que père et qui traverse toute son œuvre. Et c'est pareil pour beaucoup d'entre eux et d'entre elles. C'est même amusant de voir qu'ils se rassurent d'une certaine manière, ou que tout simplement ils sont à l'aise avec ce sujet et que c'est ça au fond qui les intéresse, consciemment ou inconsciemment. Là, plus récemment, un auteur, celui qui vient de sortir, Olivier Truc, qui a choisi La Baleine. Bon, il en a fait un polar. Et ben, la baleine, il vit en Suède. Enfin, il était à l'aise avec l'univers marin. Donc c'est parfois des détails de vie aussi. C'est pas seulement une question c'est pas seulement son rapport à ses propres intérêts, à son propre œuvre, mais aussi des aspects qui ont trait à leur vie de visiteur aussi, d'un musée, et pas seulement de celui-là. Merci. Et en fait, dans les deux cas, vous avez évoqué le fait que les écrivains ont carte blanche, qu'ils bénéficient d'une très grande liberté dans le choix de l'objet, dans l'écriture, dans le choix du genre littéraire, il me semble de comprendre, parce que Cédric, vous avez mentionné le fait qu'il y a de la poésie, des essais, des polars, donc plusieurs genres littéraires sont choisis. Je ne sais pas si c'est le cas pour les 10 écrivains pour le musée, parce que je n'ai pas encore eu l'occasion de lire le livre, donc je ne sais pas s'il y a plusieurs genres littéraires. Euh, mais en fait, comment décririez-vous le cahier de charges que vous avez proposé aux écrivains sollicités? Quelles étaient les contraintes à respecter, s'il y en avait? Euh, et surtout, quelle a été la réaction des écrivains face à ces contraintes ou à ce cadre que vous avez imposé, cadre qui est le cadre du projet finalement. Était-il enthousiaste, sceptique? Y a-t-il eu des écrivains qui ont refusé de participer parce qu'ils ne se sentaient pas à l'aise avec la commande, par exemple? Est-ce que vous avez eu des refus et le cas échéant, pourquoi? Alors, les récits sont très différents les uns des autres, vraiment, c'est leur cible. Et le cahier des charges a été assez souple. Nous avons volontairement laissé une grande liberté aux écrivains parce que nous voulions précisément voir comme chacun pouvait entrer en relation à sa manière avec les objets du musée. Les deux principales contraintes étaient seulement la longueur du texte, environ 30 000 caractères, et d'autre part le fait que le texte devait prendre appui sur un ou plusieurs instruments conservés dans nos collections. En dehors de cela, donc, ils ont choisi le télescope de Galilée, naturellement, le compas de Galilée, d'autres compas, toujours de la tradition des Médicis, des globes célestes, un automne,
la plupart, nous avons naturellement même le doigt de Galilée, l'histoire du doigt de Galilée, là, d'un point de vue plus historique, hein, et moins de récits littéraires. La table des affinités entre les planètes et les éléments de la chimie. Donc, ils ont vraiment choisi et même réinterprété des instruments scientifiques en créant des liens avec, je ne sais pas, l'intelligence artificielle ou les robots. Vraiment un dialogue très, très serré entre la technologie d'aujourd'hui et les instruments scientifiques. En dehors de cela, donc, il disposait vraiment d'une grande liberté, puisqu'il ne s'agissait pas de produire un texte scientifique ou documentaire. Dans l'ensemble, la réaction des écrivains a été très positive. Ils ont tous accepté avec beaucoup d'enthousiasme, précisément parce que l'idée de travailler à partir d'objets scientifiques représentait pour eux un défi. C'était la première fois pour tous, donc un défi à la fois assez inhabituel, hein, défi littéraire, défi scientifique. Et pour ces auteurs, même pour quelqu'un d'entre eux, cela a permis même d'ouvrir un espace d'écriture nouveau, hein. Beaucoup ont choisi la dimension autobiographique ou de reporter ou imaginer des épisodes biographiques pour montrer comme la culture scientifique, hein, faisait partie de la vie, la culture scientifique ou l'idée même de collectionner faisait partie déjà de la vie de plupart d'entre eux. Il y a eu seulement 2 désistements, mais ils n'étaient pas liés au principe de la commande elle-même. Il s'agissait plutôt de difficultés très concrètes liées à des engagements professionnels ou familiaux antérieurs qui rendaient leur participation assez compliquée. Mais ces 2 personnes ont toutefois été remplacées assez rapidement, donc ce qui nous a permis de préserver l'équilibre du projet. Le ralentissement a été successif, on va dire, au moment du passage à l'éditeur. Nous y sommes et j'espère que bientôt on pourra vous envoyer, Chiara, finalement, le volume. Voilà. Ça a été J'ai très hâte de très le lire. simple, très linéaire. Et d'un point de vue même éditorial, le choix a été de publier donc, le texte, hein. Dans la partie finale, il y a des photos des objets scientifiques, par exemple l'Organum Mathematicum de Kircher, la photo de l'objet ou de l'instrument scientifique avec une petite, très essentielle, hein, description, mais ça à la fin de l'ouvrage, pas en dialogue direct avec les récits. Dans le récit, on a préféré de présenter une image de l'objet scientifique qui provenait des volumes, donc des éditions, des traités ou des ouvrages qui discutaient ou qui présentaient ces instruments scientifiques. Donc nous avons à la fois la dimension du livre, hein, du XVIe ou du XVIIe siècle, qui est évoqué à travers ces images. Nous avons l'objet, la photo de l'objet scientifique et le récit des écrivains. Et dans ce choix, est-ce qu'il y a la volonté de faire du livre une sorte de musée portatif, par exemple de reproduire le musée à l'échelle du livre ou à travers l'objet livre plutôt? Plutôt de reproduire un aspect de notre musée, une méthode, un langage que l'on trouve à l'intérieur de l'exposition permanente de notre musée, c'est-à-dire le dialogue permanent entre l'objet ou l'instrument scientifique et le livre. Hein, ça peut être le livre qui est le manuel, qui explique le fonctionnement de l'objet scientifique, ou, je fais un cas qui est très commun, comme le cas de Galilée, vous avez l'instrument scientifique et la publication qui annonce
les découvertes qui ont été faites grâce à cet instrument scientifique. Et donc, c'est très fréquent à l'intérieur de notre institution et dans le parcours de l'exposition de trouver l'image, la dimension iconographique des pages ou même le livre et l'instrument scientifique. Et ça est même dû à un choix de l'institution, puisque nous avons une bibliothèque de recherche en histoire des sciences qui est l'une des plus riches d'Europe. Et donc, nous avons 10 000 volumes anciens qui datent du 15e siècle jusqu'au 17e siècle et une collection très, très riche d'ouvrages sur l'histoire des sciences. Et donc, c'est une façon toujours de représenter notre institution à travers même ce livre de, de, de récits sur le musée et sur notre tradition, même non seulement les instruments, mais vraiment la tradition d'histoire des sciences du musée Galileo. Merci. Et en passant, je repose la même question aussi à Cédric parce que les couvertures de la collection Récits d'objets, surtout les couvertures de la première série, celle avec Invenit, il me semble, ont tendance à reproduire un peu l'espace muséal, non? Le cartel, l'étiquette, l'évocation de l'objet, voilà. C'est juste, on avait choisi avec le coéditeur à l'époque Invenit de faire ce clin d'œil à l'univers muséal et figurez-vous qu'on a changé notre fusil d'épaule entre-temps parce que à la différence du projet du Museo Galileo, qui est un volume, si je comprends bien, un seul et même volume, avec multi-contributions. Là, notre projet, c'est vraiment le projet d'une collection au long cours. Donc, ça fait maintenant depuis 2014 qu'on publie entre un et 2 volumes par an. Donc, ça s'étire sur ces un peu plus de 10 années maintenant. Et en fait, pourquoi on a changé les couvertures? Tout simplement parce qu'il nous fallait, j'ai parlé tout à l'heure de cette segmentation chez les libraires entre catalogue d'exposition et ouvrages de fiction. Et en fait, il était très difficile pour nous d'être identifiés en tant que coéditeurs par les libraires en tant qu'éditeurs de fiction. Un musée, pour un libraire, je schématise, mais un musée ne peut pas faire des ouvrages de fiction. Et encore plus quand le format 14-18 s'inscrit dans un format qui est celui de la fiction littéraire, du roman, etc. Donc, on a laissé tomber les codes graphiques du musée, les cartels, etc., pour en revenir finalement à des couvertures qui permettent aux ouvrages de vivre leur vie en dehors du musée. Parce que tout à l'heure, j'ai parlé de distribution. Les ouvrages sont présentés évidemment et vendus à la boutique du musée, mais ils sont aussi vendus dans la France entière et même un peu au-delà. Et donc, parce que ces auteurs ont une œuvre et ont une actualité, et que ça soit Oliver Rosenthal euh, ou d'autres qu'on a pu faire travailler, bah, ça s'inscrit dans une actualité, dans une bibliographie aussi qui est la leur. Alors, je reviens peut-être un instant sur les contraintes, parce que elles sont à la fois la carte blanche, ça veut tout dire et rien dire. La première contrainte, c'est d'accepter la commande. Tout le monde n'accepte pas des commandes. Et d'être payé au forfait, considérant qu'on est un établissement public et pas, quand bien même ils ont une notoriété et donc bah, une cote. On n'a pas les moyens d'un éditeur privé, qui est lui aussi soumis du reste à un modèle économique. Ça, c'est le premier point. Mais quand même, évidemment, à verser des droits d'auteur. Mais par exemple, pas d'avaloir. Le deuxième sujet, c'est la contrainte du nombre de signes. On était à une novella, en gros, 80 000 signes.
Ce qui, pour un auteur, on l'a compris plus tard, mais c'est le format qu'on avait choisi, est un drôle de format, en fait. Un format qui n'est pas si simple pour eux à saisir, parce qu'en fait, c'est ni une nouvelle, ni un roman en longueur, enfin un texte en longueur, beaucoup plus long. Mais bah, ça demande du temps et ça demande, quand ils acceptent, à ce que ça puisse effectivement s'inscrire dans un calendrier d'écriture. Donc de libérer des engagements, etc. La troisième contrainte était celle, alors ça c'est une contrainte qu'on a ajustée par la suite, parce qu'on avait des spécialistes pour nous choisir des objets. Bon, en même temps, quand vous offrez la liberté, faut vous attendre à des propositions qui partent bah, comme ils l'entendent. Mais on avait des spécialistes du tir à côté. Ils nous choisissaient des objets qui n'étaient pas visibles. Bon, ça, dans le parcours permanent, quand on veut, par exemple, imaginer faire ça c'est un projet pour l'avenir, de faire un parcours littéraire au musée, f c'est bien, que l'objet soit visible. Je vous passe le sujet des rotations de certains objets, mais bah, il y a des objets qui ne sont pas toujours, présentés durablement dans les expositions, mais ça, c'est devenu maintenant une contrainte. Enfin, il y a la question du calendrier, qui n'est pas, voilà, pardon d'enchaîner peut-être des choses qui vous sembleraient peut-être terre à terre, mais en fait, c'est quand même ça qui tient, la commande, le marché qu'on passe avec eux, le contrat qu'on passe avec eux. C'est un contrat tripartite avec le coéditeur et donc on a les droits, enfin tout est clair. Et aujourd'hui d'ailleurs, ce qui nous fait plaisir, c'est que certains de ces livres ont connu un certain succès en librairie. Le tirage peut être épuisé. Donc on parle par exemple de celui par exemple de Simonetta Greggio, L'ours qui danse. C'est un ouvrage qui s'est écoulé à je pense 3000 exemplaires entre ceux qu'on avait et ceux en librairie. Alors, c'est pas un énorme tirage, hein, on est d'accord, mais aujourd'hui, Cambourakis nous a proposé, et c'est sorti du reste, de l'éditer sous forme poche. Donc, il continue sa vie en poche. C'est le cas de trois autres là qui sont maintenant sur le feu pour paraître en poche. Le même Simonetta Greggio, d'ailleurs, L'ours qui danse, les droits, on les a vendus aux éditions Les Étages pour en faire un ouvrage très joli, d'ailleurs, plutôt un ouvrage illustré enfin, qui illustre le texte avec une illustratrice de grand talent qui en a fait un ouvrage pour adultes, enfin, ces ouvrages illustrés euh, qui donnent une autre vie au texte et le publie autrement. Et puis, alors, quant au refus, bien sûr, on a, on a essuyé un nombre assez considérable de refus. Alors bon, il y a les refus silencieux. Il y a ceux qui viennent passer une journée puis qui donnent pas de nouvelles. Il y a ceux qui disent simplement, bah non, je me sens pas tout à fait capable de. Voilà, il y a tous les motifs et on accepte tous les motifs, hein. C'est comme ça qu'on a travaillé. Mais je pense que ça fait partie du jeu. Enfin, voilà. Et puis, comme on est un musée à la croisée des sciences, des arts et de l'histoire naturelle, avec cette collection assez monumentale, bah, voilà, ça répond pas tout le temps à des espèces de référentiels qu'on pourrait avoir en tête et ça peut aussi repousser. Mais vous n'avez pas eu de refus Pendant. liés directement à la commande. Bah, c'est-à-dire à la commande, c'est quand on Pas dit, voilà, merci de nous rendre votre texte, le temps, ça fera 80 000 signes et sur tel objet, c'est ça? Non, Oui, c'est ça ça. en fait, non, dans l'approche, quand on met en place l'approche, on dit les choses. Voilà, on est aussi conseiller. Il se trouve qu'il y a une conseillère littéraire qui nous accompagne aussi pour nous guider, puis parfois pour nous mettre tout simplement en connexion avec eux. Et c'est à ce moment-là que
parce qu'on aime particulièrement cet auteur, parce qu'on pense que il est intéressant pour la collection, on dit simplement les choses. Et dès le départ, ça peut être désamorcé, non, cette commande ne me convient pas. Ok. Enfin, Et le principe ou le contexte de cette commande ne correspond pas à ce que je cherche. donc, vous avez eu de cas de ce type? Ouais, oui, oui, tout à fait. Oui, oui. Alors pas très nombreux, mais oui, oui, ça arrive. Quelques-uns, ok. Ça arrive. Ouais, ouais. Je dirais tous les ans, ça arrive en fait. Donc, vous voyez, Ok. ça fait quand même plus de 10 ans. Et puis, on a eu aussi un refus de texte, par exemple. Alors là, c'est plus compliqué parce que quand le texte correspond pas à la commande du tout, que l'auteur, pour forcer parfois un peu comment dire, la commande, s'est même lancé à écrire son texte avant même qu'on signe le contrat, et qui vous dit derrière qu'il y a passé beaucoup de temps et que c'est quand même compliqué de ne pas le payer maintenant, ça c'est plus compliqué. Mais c'est des cas particuliers, heureusement. Oui. Et il y a eu des cas de texte qui ne correspondaient pas Ah à oui, ce que oui. vous attendiez? Ah bah oui, oui. Bah, il y a des textes où on se dit, mais alors là, j'ai loupé quelque chose, hein. Alors je tairais par leur nom, ça serait tout à fait discourtois Non, non. de le dire, bien sûr. Mais ouais, le texte qui tombe à côté, quoi. Mais dans ce cas-là, par exemple, vous proposez Ah bah à oui, oui, l'auteur de retravailler ou vous ouais. refusez tout Non, court? non, 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 on essaie de comprendre. Déjà, on relit à plusieurs, voilà. Et on a une éditrice en interne, d'abord remet sur comment dire, les éléments du contrat qui a été passé, en fait, parce que c'est quand même ça dont il s'agit, et le cahier des charges, comme vous le disiez à l'instant. Et puis après, dans le détail, parfois, ça joue sur des chapitres qui tombent à côté, on comprend pas. Je pense à un auteur qui était parti sur un objet quasi de science-fiction, ou alors bah, il était parti vraiment très très loin, quoi, parce que nous, ses premiers lecteurs, ils nous avaient déjà perdus. Donc, ouais, bah, soit c'est rattrapable, et à ce moment-là, on fait en sorte que ça se, on puisse trouver des voies de correction et de réécriture du texte, etc., de suggestions. Bah, soit ça ne l'est pas, et là, on est un peu dans la complication. Natacha, vous avez eu des expériences similaires? Un cas, heureusement. En effet, ce n'était pas bien centré, on va dire comme ça, ou c'était plutôt une tentative de réadapter peut-être un texte précédent qui pouvait avoir des liens avec l'objet en question, mais pour nous, ça a été assez évident. Et donc, on lui a demandé de retravailler sur le texte. Parce que ce n'était pas possible de le publier ni de l'accueillir comme ça. C'était trop évident, du moins pour nous, et cela suffisait d'avoir cette sensation. Oui, mais ça, c'est un risque. Il y a, je trouve, beaucoup de risques, mais je suppose qu'on en parlera par la suite des risques des commandes littéraires. Et surtout quand on est lié à un contexte historique, c'est très bien de leur laisser une grande liberté pour s'exprimer, pour trouver une affinité, une résonance, hein, entre leur vision et le modèle de science, la valeur, l'objet, mais c'est même un risque que le musée prend chaque fois, je trouve. Surtout quand ce sont des volumes qui regroupent plusieurs auteurs, ça peut être encore plus évident. Et quand là, Cédric parlait quand même de textes de 80 000 caractères. Donc, c'est déjà un texte qui a une certaine dimension. C'est plus facile d'être moins centré des fois quand on écrit des petites choses de 30 000 caractères. Alors là, c'est plus facile d'avoir une liberté excessive, on va dire. Oui, Ah oui, oui, Cara, si je peux me permettre, je oui, oui, rebondis juste sur ce que vient de absolument. dire Natacha, qui est tout à fait juste.
j'oubliais quand même une contrainte, et je pense que c'est sans doute une contrainte d'écriture partagée, c'est que le texte qu'on commande doit effectivement parler de l'objet. Mhm. Et ça, alors, ça paraît peut-être un peu pas naturel de penser que... Mais il y a deux, trois spécialistes de l'évitement. C'est-à-dire qu'en fait, l'objet est un décor, devient presque accessoire, alors que, en fait, c'est vraiment une contrainte essentielle, hein, je l'ai oublié, et c'est pour ça que je me permets de le repréciser, c'est que il doit jouer un rôle important dans le texte. C'est pas je sais pas, un objet sur une étagère qu'on viendrait décrire au moment du passage dans la bibliothèque, quoi. Non, Voilà. ça, c'est pas possible, hein. Voilà, c'était à peu près notre cas. Voilà. Non, mais sur ça, il faut être, je trouve, assez strict. Il faudrait bien les suivre. Ça, c'est une autre chose que je pense que nous avons appris pour les projets qui viendront. Hein. C'est indispensable quand même de les suivre, les laisser libres, mais d'être ferme par rapport à l'importance de l'objet. Après, l'objet peut même donner la structure à tout le récit, comme dans le cas, j'ai trouvé un récit vraiment très suggestif par rapport qui prend la table des affinités et construit à partir de la table des affinités. Ça évoque un peu Goethe, si vous voulez, les rapports entre des personnes, donc les liens avec l'astrologie, les laboratoires scientifiques, mais c'est toujours à partir de l'objet. C'est une variation, une façon différente de présenter et de sentir l'objet qui est exposé. Ou sinon, il peut être le protagoniste de ce récit d'une façon différente, plus liée à l'histoire même de l'objet scientifique, ou même décrit comme il y a un auteur qui a présenté un récit et il a vraiment examiné même les normes liées au transport des instruments, les modalités des prêts des objets ou un cas spécifique lié au prêt de cet objet qui était le compas de Galilée. Donc, l'important, c'est que l'on fasse parler, on donne une voix aux objets qui sont le cœur, dans notre cas, de notre musée, puisque c'est un musée d'instruments et d'objets scientifiques. Oui, et pour revenir à l'association de l'écrivain à l'objet, vous avez évoqué que cette association se fait de façon assez libre. Donc, les écrivains peuvent choisir l'objet qui leur parle le plus. Mais est-ce qu'ils ont également l'opportunité d'échanger avec des conservateurs, des experts? Est-ce qu'ils peuvent consulter les archives? Et quels usages font-ils de ces archives, de cette documentation, de tout ce discours scientifique et muséal qui entoure les objets? Parce que, voilà, on parle surtout pour le Museo Galileo, mais aussi pour le musée de Confluence, d'objets scientifiques qui ont aussi tout un savoir scientifique qui leur est attaché et qui pourrait risquer d'entrer en tension avec la fiction, avec la poésie, avec tout ce qui est le discours littéraire. Donc voilà, comment ces deux discours, discours scientifique et discours littéraire, coexistent. Alors, ils ont tous pu faire une visite guidée avec des chercheurs ou des conservateurs, ce qui leur a permis de découvrir les collections d'un point de vue même historique, philologique important, en dialogue, comme je disais, avec le texte ou même avec les archives. Ils n'ont pas consulté directement les archives, ils ne sont pas revenus une deuxième fois au musée pour travailler dans nos archives, ils n'ont pas demandé à consulter les milliers d'instruments ou d'objets scientifiques que nous avons dans les dépôts. Dans notre cas, ils se sont concentrés exclusivement sur l'exposition permanente, mais c'est vrai que le rapport avec les conservateurs leur a permis d'accéder d'une certaine façon même à tout ce domaine qui n'est pas directement visible dans l'exposition.
Ils ont par la suite posé plusieurs questions, hein, questions même techniques de dimension, de conservation, de restauration même des instruments qui après ont fait partie ou non, pas toujours, après de leur récit. Ils ont même choisi de ne pas en parler ou par contre de se concentrer justement sur cet aspect, hein, l'aspect du transport, l'aspect de la dimension plus administrative, des prêts d'objets scientifiques. Donc, c'est assez varié, hein, d'un point de vue narratif. Le problème que donc c'est extrêmement stimulant, je trouve, et extrêmement riche pour un musée, parce que ça permet même d'accroître le nombre de personnes qui s'approchent à un musée d'histoire des sciences à travers la littérature et à travers ce regard qui est porté par les écrivains ou même dans d'autres cas, je vais dire, par les musiciens. Parce que l'interprétation musicale, la composition sur des objets scientifiques qui met en rapport l'instrument scientifique et l'instrument musical, l'instrument musical qui est joué à côté ou en face de l'instrument scientifique qu'il essaye d'évoquer avec la composition, avec la forme, avec la matière, avec le son. Ça aussi, c'est une façon de véhiculer un contenu scientifique avec un langage différent. Ce n'est pas le langage de la littérature, mais c'est le langage de la musique. Et ça a attiré vraiment un public au musée qu'avant ne fréquentait pas le musée ou qu'il n'était pas intéressé à l'histoire des sciences et qui, petit à petit, c'est toujours plus passionné et il a pris goût même à passer les dimanches ou à fréquenter le musée à l'occasion de différentes activités. Parce que le musée organise même, après je reviens à votre question, mais le musée organise même des visites théâtralisées ou des représentations théâtrales à l'intérieur de sa salle, de l'auditorium. Et donc ça, c'est l'occasion pour les personnes de revenir, un peu de les fidéliser et de vivre à nouveau le musée et le voir de façon toujours différente. Ça, c'est un objectif parce que Florence est une ville très riche d'initiatives, de présentation de ce musée et d'expositions même. Et c'est très important de créer un lien avec le public, non seulement international, nous avons beaucoup de visiteurs qui viennent de l'étranger, mais vraiment le public de Florence ou de la région ou de l'Italie, en outre naturellement des écoles. Le point plus délicat que je vois et que je me pose toujours quand l'on parle d'instruments scientifiques ou d'objets de science en réfléchissant même des fois à la valeur morale. Nous avons même participé à un projet européen, Horizon, justement sur cette façon de présenter les objets au public et à d'autres chercheurs, et c'est celui de l'équilibre entre la contextualisation, hein, et la liberté interprétative. Et je trouve que des fois, ça peut être vraiment risqué, puisqu'une interprétation, même littéraire, un récit, peut donner une interprétation ou attribuer des valeurs à l'instrument scientifique que l'instrument n'a pas. Elle n'a pas d'un point de vue historique et n'a pas en tant qu'instrument. Je fais un exemple que je porte fréquemment, l'astrolabe. Donc, l'astrolabe est un instrument qui est utilisé par des finalités astronomiques dans la navigation. Nous le trouvons dans beaucoup de représentations iconographiques. Nous le trouvons même dans l'iconographie qui parle de la découverte de l'Amérique par Amerigo Vespucci. Et donc là, on peut glisser dans des interprétations excessivement libres par rapport à l'instrument de l'astrolabe comme un instrument important au niveau de la conquête, hein, et de l'importation après de valeurs européennes dans d'autres continents. Donc, je trouve que le musée doit non pas censurer,
ce serait un enjeu absolument à éviter, mais quand même à vigiler sur quelques interprétations et d'un point de vue peut-être même de la communication, de bien distinguer envers du public, envers le lecteur, entre une interprétation et une représentation, une reconstruction historique. Je trouve que c'est un aspect que l'institution doit toujours éclaircir bien, qui doit accompagner même la présentation de ses productions littéraires pour avoir une claire répartition entre l'institution qui promet et qui présente une reconstruction philologique, historique, donc qui a son rôle d'Institut d'histoire des sciences et qui supporte des interprétations littéraires pour approcher le public à ses collections, mais qui doivent toutefois respecter quand même les valeurs historiques qui sont liées à cet instrument, sans aucune manipulation qui pourrait être très délicate à porter d'un point de vue d'un institut d'histoire des sciences. De façon... Cédric. Ouais, oui, pardon. Oui. Je rejoins Natacha. L'enjeu, c'est effectivement de pas de faire se rencontrer les discours, de les faire dialoguer d'une certaine manière, mais certainement pas de les confondre. Et dans le livre, cette partition, elle doit être très claire. Chaque petit livre, là, nous, s'accompagne d'un cartel qui décrit, qui reprend les codes du cartel informatif d'un musée, qui décrit ce qu'on sait de la pièce dont il sera question dans l'ouvrage, avec une photo de cet objet. Donc, vraiment quelque chose qui s'apparente à une notice, en fait, d'un catalogue. Après, quant à savoir si les auteurs se demandent à réunir ou à consulter ou à rencontrer un conservateur, c'est extrêmement variable. De toute façon, effectivement, la vie du projet commence par une visite du musée. Ça, c'est certain. Une sorte de rencontre, en fait, aussi avec l'objet choisi. Euh, la différence peut-être avec un musée de sciences ou un musée de beaux-arts, c'est que dans un muséum d'histoire naturelle, les dossiers d'œuvres, si tant est qu'on parle d'œuvres, euh, sont, euh, sont parfois très, très minces en fait, hein. Quand Fanny Carello nous demande de consulter le dossier d'œuvre d'un canard colvert, sachant qu'on en a je ne sais pas, peut-être 10 ou 20, et qu'en fait le dossier d'œuvre, c'est d'abord le dossier de la vie de l'œuvre, c'est-à-dire les expos ou expositions dans lesquelles il a éventuellement été montré, son état. En fait, dimension, etc., les accidents qu'il y a pu y avoir, parfois des questions de provenance ou de prélèvement quand il s'agit d'un spécimen d'histoire naturelle, mais en fait, la matière documentaire, c'est souvent l'auteur qui la réunit lui-même, dans le cas de spécimens. Dans le cas d'artefacts, c'est un peu différent parce que souvent, ils ont plane au-dessus d'eux une forme d'injonction qui est les questions d'appropriation culturelle qui peuvent naître, par exemple, ou sans partir sur ces questions-là, de contresens aussi. Ils ont quand même le souhait de ne pas prendre l'objet à contresens, quand même, d'une manière générale. D'inscrire l'objet dans une fiction, mais dans une fiction euh, qui soit plausible, en fait, qui soit possible. Donc, la plupart du temps, moi, ce que j'ai observé, c'est qu'ils faisaient leur propre documentation quand même, globalement. Et puis parce que à la fin, comme je vous le disais, ils choisissent des objets dont ils sont quasiment déjà des spécialistes.
Je me rappelle une autrice qui avait choisi, qui s'intéressait beaucoup, enfin, qui était souvent dans des récits de science-fiction, et pas d'espionnage, mais il y avait un peu cette dimension-là, et qui nous choisit. On a dans les collections une machine de Turing, une machine à chiffrer. Euh, Là aussi, finalement, c'était pas une surprise qu'elle ait choisi ça. Et elle en savait au moins autant que le dossier d'œuvre, et peut-être possiblement que la personne en charge de la collection d'outils, voilà. Donc, ils ont quand même souvent, ils ou elles ont quand même souvent à cœur d'amener eux-mêmes, de chercher par eux-mêmes aussi la matière documentaire qui est quand même extrêmement disponible aujourd'hui sur des plateformes, sur tout un tas de bases de données aussi, ou de bibliothèques numériques. Et donc, une fois que le récit est achevé, est-ce que le musée relit, Bah, vérifie ce qui a été dit, s'il y a des erreurs, des non, imprécisions? non, non, ils relient éditorialement. Ok, mais pas du Voilà. point de vue du contenu. Ah non, 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 justement, alors là, on s'interdit de faire ça. Hmm. Éventuellement, on peut signaler quand c'est complètement, ça pourrait être invraisemblable, mais ça s'est jamais posé, et on ferait très attention à ça, en fait. Parce que le texte qui parle de l'objet en 800 signes et qui dit ce qu'est l'objet de ce qu'on sait, il est à la fin du livre. Et pas, c'est pas le livre, en fait. Et donc, une fois que les récits sont achevés, publiés, est-ce que vous les utilisez ou vous comptez les utiliser, Natacha, dans le cadre d'activités de médiation? Par exemple, je ne sais pas, avec les enfants, mais aussi avec les adultes, des visites guidées littéraires ou des lectures pour introduire une conférence sur un objet, par exemple. Je pense des visites littéraires, sûrement, et même par rapport à des objets. C'est dans notre programme. Pour les enfants, c'est un peu plus difficile puisque ce ne sont pas vraiment des récits. Il n'y en a que un au début qui lit, d'un point de vue autobiographique, le collectionnisme des enfants, des objets, des petites images, à l'idée de collectionner même des instruments scientifiques ou de créer des collections, mais sinon ce n'est pas un volume qui s'adresse principalement aux enfants. Nous avons une production éditoriale des éditions du musée de façon spécifique pour les Mhm. enfants, mais sûrement on reprendra non seulement pour la présentation du volume dans sa totalité, mais même les différents récits durant les visites guidées du musée. Nous organisons déjà des visites thématiques sur le musée et même en dialogue avec d'autres musées, par exemple des visites musicales ou des visites littéraires en collaboration, une première partie au musée Galilée, une deuxième partie, je ne sais pas, au musée d'anthropologie, par exemple, nous l'avons fait, ou à minéralogie. Et c'est sûrement dans ce cadre, on essaiera de le rendre toujours plus vif et présent. Oui. Et j'espère qu'on pourra même continuer ces commandes littéraires. Or, le musée a un autre projet littéraire qui est différent. C'est un concours littéraire qui, cette année, est à la troisième édition, qui s'appelle le Premio Barnaba et qui consiste dans la rédaction. C'est un concours. Les autres années ont participé 200 personnes, donc chaque année, et nous attendons le même numéro de personnes pour cette année également. Et donc, ce sont toujours des récits sur 30 000, 40 000 caractères, des récits autobiographiques, imaginés à l'intérieur d'un musée italien ou européen.
Et donc, c'est toujours le lien, comment vivre le musée à travers, après, restituer cette expérience à travers la littérature. Ça, c'est un concours différent, mais après, les finalistes ainsi que le vainqueur, leurs récits sont publiés toujours dans un volume du musée Galilée, qui est naturellement en vente dans notre bookshop, mais même dans les librairies. Et ça, c'est une façon toujours différente de lier la littérature. Ce n'est pas une commande, puisque c'est un concours, mais c'est une façon toujours différente, mais d'interpréter à travers la littérature le rapport avec le musée. Oui, tout à fait. Cédric, si vous voulez réagir. Oui, très vite. Ce projet de collection littéraire, il a donné lieu à un grand nombre en fait de déclinaisons en fait au musée. D'abord, un partenariat avec les bibliothèques municipales de Lyon et d'autres villes de la métropole de Lyon, de concours d'écriture où il s'agissait en fait d'installer un objet des collections de médiation dans les médiathèques et bibliothèques, et pour créer ben, les mêmes conditions de l'exercice de l'écriture auprès des lecteurs et de futurs visiteurs du musée. Ça contribue bien sûr à l'ancrage territorial du musée à travers la collection. Il était demandé dans ce concours d'écrire là pour le coup un petit texte et ça a marché bien puisqu'on est déjà à la 5e année où on a réitéré ce concours avec une catégorie adulte, une catégorie enfant. Il y a un autre projet auquel je pense là tout de suite qui est le projet des cabanes à histoire. Les cabanes à histoire, ce sont des dispositifs de communication, de médiation qui s'apparentent à un grand cube, en fait, qu'on a installé dans plus de 40 lieux de la métropole de Lyon, des hôpitaux, des universités, la gare Pardieu, à l'aéroport, dans des EHPAD, dans des lieux d'accueil pour migrants, etc., dans des écoles. Et donc, dans cette cabane, on s'assoit et on entend, ça se déclenche automatiquement avec un son binaural, une histoire d'un objet dont l'image est reproduite sur une des faces du cube. Donc c'est une sorte de, si vous voulez, de podcast en fait qui s'installe dans des lieux qui sont pas des lieux de culture et où on n'attend pas le musée et où finalement cet axe de assumer finalement la fiction tout en distillant euh, des, euh, des enjeux, des thématiques qui sont celles du musée, la relation évidemment à l'environnement, la question du changement climatique, la question de l'autochtonie, et j'en passe bien sûr. Ça a vraiment, je dirais, irrigué un certain nombre de programmations et de hors les murs du musée. Je pense aussi à des formats très évidemment des rencontres avec des auteurs, tout simplement, hein, sur place, des lectures. On a aussi eu une sieste littéraire avec un musicien. Donc c'était une création, c'est Sylvain Pathieu qui vient avec son texte et puis qui lit. Et puis il est autorisé de s'endormir pendant la lecture et pendant la création musicale autour du texte, en fait. Donc il y a vraiment un certain nombre de, 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 voilà, de développement qui ont été tentés et qui se poursuivent au Musée des Confluences autour de cette collection. Et du côté des écrivains, est-ce que ces projets ont eu des effets de ricochet? Donc, est-ce que les écrivains sont revenus avec des propositions ou Non, euh, non, c'est avec jamais des idées de arrivé. collaboration? C'est jamais arrivé, sauf quand le texte a eu des vies ultérieures, soit dans un autre format, poche, soit dans des livres illustrés, comme je le disais. Mais ils peuvent, hein, selon leur spécialité, intervenir. On les fait intervenir aussi dans des tables rondes. C'est aussi une façon de promouvoir le livre et de garder le contact avec eux sans, voilà.
sans forcément qu'ils parlent à ce moment-là, 3 ans plus tard, du livre qu'ils ont écrit pour la collection. Et j'ai une dernière question. Après, je laisserai la parole au public. Mais donc, d'après vous, quels sont les avantages et les désavantages liés à l'intégration de commandes littéraires, mais aussi artistiques, de façon plus générale, dans la programmation de vos institutions respectives? Un des principaux avantages réside dans la possibilité d'ouvrir le musée, non, à d'autres formes d'interprétation que celles que nous mobilisons habituellement, qui est l'histoire des sciences, donc moins dans un cadre qui est strictement scientifique ou historique. Et les commandes artistiques permettent vraiment d'introduire d'autres langages, la littérature, la musique, les arts visuels, le théâtre. Par rapport au théâtre, je reviens, il y a eu une publication récemment de Carlo Vecchi dédiée à la mère de Leonardo, Caterina, la madre di Leonardo, qui a vécu dans le château où se trouve actuellement le musée Galilée. Et donc ce texte, ce livre a été transformé dans une représentation théâtrale qui a eu lieu, la première représentation justement au musée Galilée, et après ça a été porté dans toute Italie. Donc, c'est vrai que ça contribue, hein, ces projets contribuent à faire du musée un lieu plus inclusif, hein, capable d'accueillir même vraiment une pluralité de regards et même d'intérêts des visiteurs. Et, et de faciliter même le contact entre le visiteur et des instruments scientifiques, des objets de science qui sont, comme je disais avant, des fois pas vraiment immédiatement lisibles. Euh, la difficulté, je l'ai mentionné avant, c'est de laisser la liberté naturellement à l'artiste ou à l'écrivain, mais de respecter quand même des critères historiques, des critères des fois même, si je peux dire plus simplement, de bon sens, hein, par rapport à la façon dont on présente un instrument scientifique, parce que c'est pas si évident des fois, parce que l'imagination des écrivains des fois va bien au-delà du bon sens, mais c'est indispensable surtout pour un musée qui est un musée d'histoire, hein, des sciences, de respecter certains critères qui doivent quand même véhiculer et transmettre la dimension, la valeur et même le significat, le sens de l'objet scientifique dont ils sont en train de parler. Donc, ils ne doivent pas le déformer d'un point de vue de la valeur ou point de vue du sens historique. Surtout quand l'on parle d'instruments comme qui sont, on peut dire, presque iconiques, non seulement pour l'histoire des sciences, mais pour l'histoire de la pensée, de la culture, dans la dimension même politique. Et il faut avoir un respect, même surtout pour l'objet, avant tout, et pour les valeurs qu'il porte, et pour le lecteur qui va lire et s'approcher de l'objet à travers le récit. Voilà, toujours, je pense, mais ça je le dis surtout en tant que chercheuse, en tant qu'historienne des sciences, de bien distinguer d'un point de vue de l'institution la liberté artistique, hein, et la reproposition historique de l'objet. Je crois que ça, c'est un objectif et d'une même devise de l'institution que l'on doit toujours bien avoir présente. Cédric. Oui, je peux que être d'accord avec ce que vient d'être dit, ce qui vient d'être dit, et les objectifs sont pas du tout différents de notre côté. Euh, je voudrais juste préciser peut-être une chose, euh, presque en guise de conclusion, c'est que pourquoi on fait ça en fait?
Il y avait, lors d'une rencontre, il y a un écrivain, Wilfried Nsondé, qui disait que finalement, euh, le fait de faire contribuer des artistes, ou en tout cas des visions, de convoquer des visions artistiques sur nos collections, était intéressante de ce point de vue, celui que je vais dire tout de suite, c'est que finalement, ils poursuivent l'histoire là où la science dit qu'elle n'est pas compétente, en fait. Ils vont plus loin, en quelque sorte. Et c'est vrai que il y a des récits d'origine, des origines qui appellent, en quelque sorte, euh, à, à- à convoquer, en quelque sorte, à stimuler un imaginaire que la science ne permet pas, en quelque sorte, enfin, de raconter. Euh, il, il a écrit un texte autour des trois hominidés qu'on présente, enfin, dont on présente les reconstitutions dans le parcours. C'est les seules reconstitutions qu'on présente. Et effectivement, il invente non pas ce qu'elles sont, parce que ça, c'est vraiment une représentation interprétative, mais basée sur des éléments tout à fait scientifiques au public, mais lui, il invente un dialogue et une rencontre entre ces trois femmes. Et je trouve que c'est intéressant, non pas dans l'emboîtement, mais dans la prolongation de ce que propose le récit littéraire au musée, parce qu'en fait, il ouvre des imaginaires, en fait. Il ouvre la curiosité, et la curiosité pour qu'à la fin, finalement, les visiteurs puissent revenir aux scientifiques, en fait, à ce qu'on sait, ou à ce qui est certes toujours en mouvement, mais ce qui est de l'ordre quand même de l'acquis. Euh, et et c'est pour ça qu'on fait ça. Sur cette belle note, bah, je vois qu'il y a déjà une question, David. Merci beaucoup de me passer la parole. Et merci beaucoup à Natacha et à Cédric. J'ai trouvé ça passionnant et éclairant à bien des égards. À bien des égards, j'ai pas mal de questions, de réflexions. Mais je vais peut-être commencer par une question de détail. Enfin, de détail, ou peut-être pas de détail. Vous avez évoqué, Cédric, vraiment en passant, il m'a semblé, et je ne crois pas que vous y soyez revenu, le rôle d'une conseillère littéraire. J'aimerais un petit peu en savoir plus sur le rôle qui est le sien par rapport au vôtre. Et je couple cette question-là avec la question de savoir, mais là peut-être vous l'avez dit, et si c'est le cas, ça m'a échappé, et j'en suis désolé, mais dans la collection, dans ces deux déclinaisons chez les deux éditeurs différents, c'est bien vous qui êtes le directeur de collection. Ok. Ouais. Et donc, quel est le rôle de la conseillère littéraire et est-ce que c'est quelqu'un qui est rattaché d'une façon ou d'une autre au musée ou alors est-ce que c'est quelqu'un qui est une prestataire extérieure? Ouais, c'est une prestataire extérieure, elle s'appelle Adélaïde Fabre. Elle conçoit des programmes de festivals littéraires. On a fait le choix de se rapprocher d'elle parce que parfois il est vraiment difficile de rentrer en contact en fait avec les éditeurs qui sont un peu jaloux de leur. Quand on approche les éditeurs pour leur dire, bah, nous, on voudrait contacter tel auteur pour les faire écrire dans la collection, on n'a pas toujours des réponses. Donc ça, c'est une matière très pratique. Après, dans le rôle, il fallait quand même une responsabilité éditoriale. Donc là, c'est le rôle qu'on a donné à la collection que je co-dirige avec la directrice du musée aujourd'hui. Donc il y a une sorte de responsabilité, on va dire, d'ordre juridique. Et puis parce qu'on était, il se trouve que bah, c'est moi qui l'ai créé cette collection, donc ça nous semblait en quelque sorte un peu logique à ce titre-là. Mais en fait, c'est surtout un travail de groupe. En fait, on est plusieurs évidemment à lire les textes et à lire, à se partager les lectures, et elle fait partie de ce groupe en fait. Mais ce regard extérieur, plus professionnel dans l'univers des musées, dans l'univers, pardon, du livre,
à la fois des éditeurs, mais aussi des libraires, notamment de la région, mais pas seulement, est quelque chose qui est important parce qu'en fait, on n'a pas cette compétence en interne. Ok. Et est-ce que vous avez, ça me traverse l'esprit là maintenant, parce que bon, j'imagine que un musée de cette envergure, j'imagine qu'il y a des financements qui viennent du centre, c'est-à-dire de l'État, mais il doit y avoir, je suppose aussi, et j'en sais rien, j'ai vraiment une question ouverte, des financements plus locaux, régionaux, etc. Est-ce que, si tel était le cas, est-ce que ça implique qu'on vous demande d'avoir, Natacha parlait tout à l'heure alors, je ne sais pas quel terme vous avez utilisé, mais de quotas pour qu'il y ait un équilibre au niveau des genres. Est-ce que on vous demande d'avoir, par exemple, un certain nombre d'auteurs régionaux ou de ce genre de choses, ou pas Alors, particulièrement? le musée, c'est un établissement public sous tutelle de la métropole de Lyon, qui est la collectivité qui finance seule le musée. Donc, il n'y a pas Ok, de financement d'État. d'accord. Et quant à la question sur le genre ou le fait qu'il y ait des écrivains locaux, alors j'avoue que je combats un peu le principe de l'écrivain local parce qu'il se trouve qu'il y a une sorte d'agence du livre ici. Euh, Néanmoins, alors on ne touche pas plus de subsides quand on va chercher un écrivain local, mais on peut avoir un peu plus de soutien de l'agence du livre qui, Ok. qui, qui promeut, Pour voilà. promouvoir le bouquin quand il est Ouais, c'est sorti, ce ça. genre de Mais choses. c'est jamais. Moi, je me suis jamais posé la question de la parité, par exemple. Non pas que c'est pas du tout un sujet ni pour moi ni pour le musée, mais en fait, on a toujours choisi en équilibre en fait. Donc aujourd'hui, on est à 19. Je suis incapable de vous dire comment ça se ventile au pourcentage près, mais je sais que à la fois enfin, on doit pas être très loin de la parité d'une part, et qu'on a mais on a toujours veillé à choisir d'abord une œuvre en fait, plutôt qu'à veiller à avoir les yeux rivés sur un quota. Ok. Si personne ne se lance, tant que j'ai le micro, j'y vais, hein. Euh, Vas-y, une que- vas-y. Merci. Une question pour Natacha cette fois, qui est quelque chose qui a trait au tout début de votre intervention quand vous expliquiez que il y a, disons, enfin, vous évoquiez deux registres de commandes, les littéraires et les musicales, en notant le fait que pour les littéraires, vous vous étiez adressé à des écrivains qui disposaient déjà d'une certaine notoriété, alors que c'était l'exact inverse s'agissant de la musique et du partenariat avec l'école de musique. Bon, voilà. Et je me demande pourquoi, enfin, qu'est-ce qui explique ce déséquilibre et le fait qu'il soit corrélé enfin, à deux arts différents. Est-ce que ça tient au fait qu'il n'y a pas d'école d'écrivain, a priori? Bon, je ne sais pas très bien. Je vous laisse un peu avec la question qui m'est venue. Je me disais, voilà, vous auriez pu solliciter par ailleurs des gens aussi complètement reconnus au niveau musical. Or, vous n'avez pas fait ce choix-là. Enfin, bon, voilà, je vous laisse répondre, pardon. Non. Je réponds surtout pour la partie musicale, puisque je suis la responsable de ce projet. Je tenais à que ce projet soit non seulement une commande artistique, mais également un projet pédagogique. Donc, qu'il y ait une fusion et d'un dialogue entre un conservatoire de musique, donc, qui est un conservatoire important en Italie, et l'histoire des sciences, que l'histoire des sciences fasse partie même de la formation musicale des élèves du conservatoire. Et dans ce Mhm. cas, non seulement d'un point de vue de l'exécution musicale, j'avais commencé auparavant en 2018 avec donc la classe de violon, la classe de musique de la Renaissance, de baroque. Donc c'était plutôt au niveau de l'exécution. Donc le musée accueillit dans ses salles des performances de musique qui se liaient naturellement au sujet des salles, aux instruments, à la période historique. L'autre passage a été non seulement la performance, mais l'aspect de la création. Donc, les élèves, avec leurs professeurs, au début, la première année, donc on avait soit des compositions des professeurs,
donc des compositeurs affirmés qui aussi avaient déjà participé à des commandes artistiques avec d'autres musées et des élèves, hein, ensemble dans la même saison, on va dire, musicale du mois de mai. Et par la suite, nous avons décidé de dédier les dimanches du mois de mai exclusivement aux élèves. Donc, ils viennent au musée. On leur organise une ou plusieurs rencontres où on leur explique quelques instruments scientifiques ou des éléments de la pensée de Galilée ou des passages. Et après, ils intègrent même des fois des textes des œuvres de Galilée dans leur composition, hein, avec des chanteurs ou avec des narrateurs. Et ils instituent même un lien entre leur composition et les instruments qui sont présents dans la collection. Mais non seulement au niveau de la composition, ça doit être un projet pédagogique, mais même au niveau de l'exécution, puisque l'ensemble de musique contemporaine est formé également par les professeurs et les élèves du conservatoire qui, ensemble, jouent en première exécution les compositions des élèves de la classe de composition et de direction d'orchestre. Donc, c'est une façon de faire passer l'histoire des sciences à l'intérieur du programme académique vraiment du conservatoire, puisqu'ils sont notés hein, c'est un examen pour eux, ils sont notés sur ces projets. Donc, c'est une façon de véhiculer l'histoire des sciences à l'intérieur du conservatoire et de permettre aux élèves d'avoir une visibilité, surtout aux élèves de composition, ce qui est très très rare. On a beaucoup de concerts dans les musées, mais on a, au moins à Florence, nous n'avons aucun concert avec des compositions qui sont créées justement pour le musée ou pour les collections du musée. Et donc, c'est une façon pour donner une possibilité, même une visibilité aux compositeurs, aux élèves aux jeunes hein, et les plus promettants élèves de la classe de composition. En ce qui concerne les écrivains, le projet a été dirigé par une personne différente, qui est un écrivain lui-même et que je suppose a eu un autre objectif. Moi j'avais cette priorité, peut-être parce que je suis ancienne élève du conservatoire et que j'ai toujours trouvé à mon époque qu'il y avait un manque de culture, d'aspect culturel. C'était exclusivement la dimension musicale de l'instrument, de la pratique de l'instrument et des performances qui étaient la priorité au conservatoire, alors qu'aujourd'hui, la sensibilité, au moins en Italie, a beaucoup changé et il s'ouvre beaucoup plus naturellement pour la littérature, la philosophie, l'histoire en général, moins pour la science, moins pour l'histoire des sciences. C'était pour moi une opportunité, voilà, pour faire rentrer un peu d'histoire des sciences, même dans l'ambiance musicale. Et on a eu de bons résultats, je trouve, très intéressants. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions de la part du public? Moi, j'ai peut-être encore une question pour Cédric. Je pense que nous n'avons pas eu l'opportunité de parler ou de mentionner Mémoire en réserve, qui est le tout dernier volume qui est paru chez Invenit, si je ne me trompe pas, et qui représente un peu un hors-série dans le sens où c'est un album photographique finalement. Donc c'est une commande qui a été passée à un photographe et vous avez écrit le texte pour ce dernier livre, si je ne me trompe pas. Donc peut-être que vous pouvez nous parler un petit peu de ce volume où vous avez été auteur finalement. Oui, merci. Oui, c'est vrai que c'était un. Moi, je le présente souvent comme un hors-série, finalement, celui-là. Une tentative, parce qu'en fait, peut-être on peut aussi donner l'impression aux personnes qui nous suivent que tout est balisé, tout est écrit d'avance et que ça roule tel qu'on le présente. Pour ma part, je dirais qu'il faut aussi garder en tête que, qu'on s'invente en marchant, quand même.
et qu'on trébuche, etc. Et donc, ce hors-série, là, c'était une volonté de ma part de montrer que en historien de l'art et en historien de la photo, on pouvait aussi écrire en photographiant, écrire par l'image, ou plutôt que l'écriture, enfin, que l'image photographique est aussi une écriture. Mais là, je, je suis sans doute allé un peu loin parce que d'une part, bah, imprimer des images, bon, il y avait un aspect technique qui n'est pas de même nature, avec pas le même coût qu'imprimer ce qu'on appelle du noir, donc du texte. Et puis d'autre part, là encore, ça s'est heurté au, quand même au réseau de distribution, en quelque sorte, ou à la façon que les libraires ont d'appréhender la production des- d'un musée, sachant que le photographe, un grand photographe français, c'est Bernard Plossu, qui s'était promené dans les réserves et dont j'étais proche et avec qui j'avais envie d'écrire un texte en quelque sorte, plus en commentaire d'image que véritablement en tant que texte lui-même. L'écriture, c'est la sienne avant d'être la mienne. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, je pense qu'on peut s'arrêter là. Presque 2 heures, vous Oui. avez été super. Franchement, c'était Oui. passionnant. Pardon, c'est l'enthousiasme qui me fait parler. Maintenant, je me coupe le micro, mais merci infiniment. Merci à vous. Oui. Merci infiniment Merci d'avoir beaucoup. Merci à vous. accepté. Ah, salut Mathilde. Merci. Bonjour, je prends pas la parole, je suis dans un lieu super bruyant, mais c'était passionnant. Merci beaucoup. Merci Merci de ces beaucoup. retours. Donc, merci d'abord à Cédric et à Natacha d'avoir accepté cette invitation. C'était vraiment passionnant de vous écouter sur ces projets. Et j'ai vraiment hâte de découvrir le livre que le Museo Galileo est en train de publier. Donc, nous nous retrouvons le 29 avril pour la 3e séance de ce séminaire qui sera consacré aux bandes dessinées qui ont été commandées dans le cadre de musées et aussi à la patrimonialisation des bandes dessinées sur commande. Et voilà, je vous remercie encore une fois. Merci à nos intervenants et merci au public pour avoir été avec nous. À la Merci à vous. prochaine fois. Excellente soirée. Au Bonne revoir. soirée. Merci à vous. Au revoir. Bonne soirée. Bonne soirée.